Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandois, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous. Bonjour Raoul, bienvenue. Bonjour Antoine, merci pour l'invitation. Alors pour commencer le podcast, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon dont tu le souhaites ? Ok, très bien. Je vais me décrire sous un angle professionnel où je dirais que je regroupe et challenge les données chiffrées pour produire l'information financière. Et à titre personnel, je dirais que je suis un passionné de voyage et de sport collectif, notamment le rugby, le basketball et le foot. Quand tu dis rugby, t'es plus... Pour Clermont-Ferrand, naturellement, l'ASM. Ouais. Bon, moi, c'est Stade Français, on va quand même rester amis pour le podcast. C'est ça, écoute, on va essayer. On se porte pas trop mal pour ce jeu-là. Je crois que j'ai regardé, on est 5e, ça va. Pour commencer, est-ce que tu pourrais aussi décrire ou expliquer ton métier actuel dans le secteur de l'assurance ? Mon métier consiste à produire les états financiers des sociétés assurantielles, vie et non-vie, contribuer à la production du reporting Solvabilité 2, de manière annuelle les ENS et aussi centraliser, piloter la production des différents rapports dans la comptabilité générale et fiscale à la charge. Donc il va être question des rapports de gestion, du rapport sur les procédures d'élaboration de vérification de l'information financière et comptable, et aussi les narratifs S2, donc le RSR et le SFCR. Là, je vais avoir une petite question mystère, totalement à part du métier S2. Mais si ton métier devait être un sport, ça serait quoi ? Alors, si le métier devait être un sport, c'est très intéressant. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Je dirais que ce serait celui d'un sprinter, finalement. Sprinter ? Oui. Sprinter, peut-être plus dans le sens relais. Parce qu'on arrive en bout de chaîne. Il y a les étapes précédentes qui ont été faites par les collègues, donc les différents services. Et nous, donc, finalement, on est le dernier relayeur, le dernier maillon de la chaîne qui va produire les états financiers. Donc, c'est le travail d'équipe qui t'intéresse ? Totalement. Et donc là, avec ce métier que tu fais actuellement, tu évolues dans quel secteur ? Enfin, c'est plutôt des compagnies, grosses compagnies d'assurance, mutuelles, conseils ? J'ai déjà eu, donc, du coup, dans le cadre de ma carrière actuelle, eu à évoluer dans à la fois des mutuelles et des grosses compagnies d'assurance. Et actuellement, je suis plutôt chez un gros assureur de la place. Mais précédemment, j'ai déjà évolué en mutuelle. C'était notamment mes débuts dans le secteur de l'assurance. Et tu as une préférence ? Pas spécialement. Je dirais que ces différentes structures ont leurs particularités, des avantages et des inconvénients. Après, ça va être selon les préférences de chacun. Ce qui va être pas mal dans les mutuelles, c'est que peut-être que la volumétrie de l'activité va permettre de toucher un plus grand nombre de choses, d'être finalement être beaucoup plus polyvalent, ce qui peut être pas mal, notamment en début de parcours, pour sentir aussi les métiers, les spécificités, et puis vers quoi on a envie de se projeter pour la suite. Dans les grosses structures, je dirais que l'activité étant beaucoup plus large, et ben, du coup, ça va emmener un certain découpage des travaux entre les différents services, et donc on ne va pas forcément avoir la vision complète de l'activité telle qu'on aurait pu avoir en mutuelle, mais on sera peut-être emmené à évoluer sur davantage de projets, notamment des outils, où les développements vont être beaucoup plus importants, je dirais, dans les plus grosses structures que dans des mutuelles. C'est vrai ce que tu dis, hein. Souvent on peut se demander, est-ce que je vais dans une compagnie pour voir un périmètre beaucoup plus large, ou alors je commence sur un périmètre très spécifique, mais après je suis expert dans ce périmètre-là. Après, c'est libre à chacun. De toute façon, dans le secteur de l'assurance, c'est vrai que tu as des spécificités, tu as énormément de métiers, notamment dans la comptabilité, hein. Comme tu en as parlé, Solvabilité 2. Oui. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant de commencer plus large au début et de t'orienter vers ce qui te plaît le plus que faire un rétropédalage après. Je ne sais pas ce qui est meilleur ou non. Ça à voir sur la durée et dans le cadre de notre parcours et dans l'évolution. C'est l'une aussi des forces du secteur de l'assurance, c'est que c'est assez large. Au sein même de la comptabilité, on peut avoir des métiers totalement différents, des travaux qui ne vont pas avoir la même orientation. Le terme même, ou je dirais le métier de comptable technique assurance, ne va pas être le même finalement selon la structure dans laquelle on est. On va avoir des comptables techniques qui vont être peut-être spécialisés sur des flux de primes et de sinistres. Et on aura peut-être d'autres comptables techniques qui, eux, vont peut-être faire du reporting Solvabilité 2. Voilà, donc le découpage même de l'activité va être différent. Même le lien avec notamment la comptabilité des placements qui est très présente, notamment dans le secteur de l'assurance. Gros des fonds sont investis, donc ça a un volume de placement important.
en tant que comptable technique, selon la structure, selon le découpage aussi des activités au sein du département comptabilité, on peut être plus ou moins en contact ou non avec les métiers en lien avec les placements. Et pour toi, le fait d'évoluer dans le secteur de l'assurance, c'était un choix personnel ou une opportunité professionnelle? Tout début, ça a été vraiment une opportunité. Alors, j'étais à la recherche d'une alternance dans le cadre de mon master comptabilité contrôle audit. Franchement, à ce moment-là, ce que je voulais, c'était juste décrocher un contrat d'alternance pour mes 2 années. Et donc, je postulais à toute offre que je trouvais plutôt pas mal dans le domaine de la comptabilité, sans rechercher un secteur en particulier. Voilà. C'était vraiment obtenir une alternance en tant que comptable et me former. Et là, donc, du coup, dans le cadre de mes candidatures, j'ai eu l'opportunité ou la chance, après, il faut voir le mot qui convient, d'être retenu par la CARAC, qui est une mutuelle d'épargne et de retraite, qui fait plutôt de l'assurance vie. Et donc, c'est là qu'a commencé pour moi l'aventure dans le secteur de l'assurance. Donc en fait, c'est ta formation initiale qui t'a permis en alternance de rentrer dans le secteur de l'assurance indirectement. Mais c'était pas une volonté personnelle. C'était à quoi comme master? C'est CCA, c'est ça? Oui, j'ai fait un master CCA, mais pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, donc au départ, effectivement, j'y arrive par une opportunité que je trouve dans le cadre de ma formation, et ça se transforme par la suite, en tout cas dans mon cas de figure, en une passion. Aujourd'hui, c'est un secteur que j'ai eu le temps d'apprécier. Je me suis épanoui professionnellement dans ce secteur parce que je trouve le métier riche et varié. Les interactions sont multiples, on apprend beaucoup de choses. Il y a énormément de spécificités, les interlocuteurs, donc ça va du contrôle de gestion, l'actuariat, les placements, les RH, alors surtout même lorsqu'on est en annuel et qu'on fait des rapports, on prend un peu des informations de tout le monde, la souscription, les gestionnaires sinistres. Donc voilà, donc c'est assez riche et varié comme métier. Donc ça fait qu'aujourd'hui, voilà, je me vois encore dans ce secteur-là pour facile les 10-15 prochaines années. Tu penses pas bouger de secteur ou de te dire un jour, bon, en fait, je veux faire de la compta jeune et pure Alors, ça va être compliqué. Ça va être compliqué vu l'intérêt que j'ai à développer pour le secteur. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un secteur où, en tout cas pour moi, l'émulation intellectuelle, elle est garantie. Le métier, il est changeant. Il se passe plein de choses. C'est intellectuellement riche, donc ça va être difficile pour moi, finalement, d'aller vers autre chose. Je dirais que je me vois plutôt rester dans le secteur de l'assurance. Et tu penses te dire un jour, bon, bah là, je suis en compta gêné, est-ce qu'un jour, j'irai pas faire un compta S2 ou autre, te dire, bah vas-y, j'irai pas partir en compta déplacement, ou alors totalement switcher, dire, bah je vais aller faire de l'actuariat, ou je vais aller bouger, ou je vais aller dans la compta technique, mais plus technique au niveau des PM ou autre, dans l'élaboration de tout ça. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, ou vraiment rester que dans ton périmètre et continuer sur ce que tu sais faire actuellement? Oui. Alors effectivement, l'évolution au sens changement de périmètre, mais au sein d'une compagnie d'assurance, ça me parle tout à fait et ça c'est clairement envisageable. Hein. C'est aussi la richesse finalement qu'offre le secteur. Donc oui, aller approfondir sur les placements, sur le contrôle de gestion assurantielle, ou voire même la partie actuarielle, ça oui, mais un changement de secteur, franchement, pas trop à l'ordre du jour dans ma tête. Et si tu devais définir un top 3 des services qui pourraient t'intéresser? Alors, je dirais l'actuariat, le contrôle de gestion, un métier complètement à part, mais le métier de souscripteur, donc la souscription. C'est vrai que des fois, tu as les gros appels d'offres de l'État, notamment là où je crois que c'est Unisurtech, Alan, qui avait répondu à cet appel d'offres. Donc souvent, c'est vrai que ça peut être intéressant ça d'être de ce côté-là, en fait, oui, de l'univers de l'assurance, parce que c'est tout ce qui est apporteur d'affaires. Donc, exactement, c'est la partie amont. Donc, c'est les étapes qui viennent au tout début. Nous, on est effectivement, dans le cadre de nos travaux, on est en bout de chaîne avec les joies et les inconvénients que cela comporte. On aura peut-être l'occasion d'en parler pour produire et sortir les comptes. Dans des délais toujours plus courts, avec des exigences toujours plus nombreuses. Et du coup, maintenant, ça te fait combien d'années dans le secteur de l'assurance ? Alors, ça fait un peu plus de 6 ans, je dirais, dont 2 en alternance et un peu plus de 4 ans en tant que titulaire, pleinement. Et aujourd'hui, si tu pouvais te décrire en fait une journée type ou alors une tâche prédominante dans ton quotidien, ça serait quoi ? Tâche prédominante, parce que journée type, les journées sont tellement changeantes que j'aurais du mal à trouver une journée type. Mais une tâche prédominante, je dirais, sur finalement la construction des états financiers. On va partir d'une balance figée,
Pour arriver à la balance figée, il faudra au préalable les travaux qui sont faits en lien avec les différents contributeurs. Donc, on va cadrer notamment les flux techniques, des outils de gestion vers l'outil comptable. On va cadrer les flux de placement, produits et charges, s'assurer que le résultat financier qui est présent dans SAP, notre outil comptable, correspond bien à celui que l'on a aussi dans l'outil qui utilise les placements. Alors, ça peut être du GP3 dans certaines entités, ça peut être du SimCorp dans d'autres, etc. Donc voilà, s'assurer que le résultat il est OK. Donc une fois que ces cadrages ont été effectués, on arrive du coup à une balance qui est figée. Alors j'oublie pas la partie actuarielle, comme tombe dessus. Voilà, donc voilà, tous les cadrages, en tout cas tous les flux qui ont vocation à se déverser dans l'outil comptable. Une fois que toute cette partie a été sécurisée, donc on a à ce moment-là une balance définitive. Et à partir de cette balance définitive-là, on peut se lancer pleinement dans la production des états financiers. Alors là, ça va être un peu un travail d'artiste parce que pour chaque compte va aller dans une rubrique des états financiers. Ça, c'est vrai, c'est comme tu dis, l'aspect primordial d'avoir une balance figée. Oui. Et de commencer tes travaux quand tu es sûr que l'ensemble de tes data vont pas être modifiés. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est hyper compliqué. Enfin, moi qui l'ai vécu. Alors, moi, là, j'étais à un moment sur les états financiers. Maintenant, je suis plus basculé sur S2. Et comme on dit S2, on part aussi des états financiers. Bon, avec l'aspect S2, donc TPM en Best Estimate, tes placements qui sont pas en VNC, mais en VM. Exactement. Mais on a quand même des aspects de bas de bilan ou fonds propres qui sont quand même purement comptables. Et ces éléments-là, il faut qu'ils soient figés. Et c'est vrai que souvent, on peut, comme tu disais derrière, comme on est en bout de chaîne, souvent, on peut avoir des allers-retours avec l'actuariat qui te remet en cause les PM qui t'ont envoyé. Donc après, on chamboule tout. Parce qu'après, ton impôt différé, il va être modifié. Il n'est pas le même voilà. en fonction Donc, de ce vrai que tu as que, actif ou passif, totalement. C'est vrai que c'est un aspect hyper primordial, ça, cette balance figée. Et puis notamment toutes les données que tu récupères des autres services. Mais du coup, pour réussir cet exercice-là, dans tes expériences, ça se passait comment en fait? Il y avait un réceptacle d'infos de données ou c'était plus des données que tu recevais en fait en direct live, où il y avait comme si tu avais un hub ou un gros serveur de données pour avoir une bonne piste d'audit? Ça se passait comment par rapport à ça? Alors pour s'assurer que toute la donnée elle est redescendue, elle est présente dans mon outil comptable et après pour que moi je puisse derrière réaliser mes états FI. Finalement il y a plusieurs manières de procéder, mais elle n'est pas la même selon les entités. Ça fait aussi partie de ce que l'on observe quand on a fait des entités différentes, c'est que les méthodes de travail ne sont pas les mêmes et ça demande de l'adaptabilité. Donc j'ai connu un peu des systèmes différents. Il y a des entités, très clairement, ça se passe plutôt par des petites réunions de Go où tel service confirme qu'il a injecté ses données, le contrôle, le cadrage, il est fait. Alors on sait que cette partie-là, elle est figée. S'il doit y avoir un changement, éventuellement, on aura une communication, un mail qui, parce que pour raison importante et de manière peut-être exceptionnelle, demande à peut-être réouvrir la période pour réinjecter des flux et donc on a l'information. Dans d'autres entités, ça va être respecter typiquement le planning. Donc on a telle date pour l'arrêt de la comptabilisation des frais généraux, telle date pour s'assurer du cadrage avec le technique et telle date pour la redescente et le cadrage des données en lien avec les placements. Donc, une fois que ces dates arrivent, forcément les travaux de cadrage ont déjà été faits, donc la donnée est disponible et c'est cette donnée-là qui tient lieu pour ensuite derrière avoir notre balance à jour qui nous permettra de faire nos états financiers. Et si en cours de chemin finalement il doit y avoir un changement, pareil, communication écrite par mail, et éventuellement réouverture de période. Parce que c'est important d'avoir aussi finalement cette vue et de bloquer les périodes parce que ça pourrait éviter que même éventuellement par erreur, on comptabilise encore une écriture sur la période alors qu'on veut déjà avoir bloqué la balance pour passer à la construction des états financiers. Donc il y a en général un service qui a la main sur le planning et puis qui donc va bloquer les périodes comptables, ce qui ferait qu'on ne pourrait même pas finalement passer le flux. Donc si on a une vision à fin septembre, selon la date qui est définie dans le planning, la comptabilisation des flux sur septembre ne sera plus disponible. Donc forcément, si ça se passe par un import, l'import sera rejeté. Ou si c'est une saisie manuelle,
le logiciel il bloquera pour dire que la période n'est pas ouverte pour permettre la saisie. Donc tout ça, finalement, c'est aussi des moyens de contrôle qui sont mis en place pour s'assurer qu'il n'y ait plus de données injectées sur la période concernée par le reporting que l'on souhaite produire. Quand tu parles de flux, tu as travaillé avec des interpréteurs comptables? Alors, au début, un petit peu, pour avoir observé, notamment à la Cara, qui utilisait des interpréteurs comptables, mais derrière, dans le cadre de mon parcours, très très peu. C'était des logiciels qui étaient déjà communicants avec l'outil comptable. C'était vraiment des imports classiques, des batchs d'imports qui se déversaient directement dans l'outil comptable sans passer par peut-être l'étape d'un interpréteur. D'accord. Ouais, c'est intéressant, parce que souvent, on se dit plus interpréteur comptable, c'est égal piste d'audit. Donc ça permet à mieux de visualiser tes imports ou autres. Là, ça fonctionnait très bien aussi. Ouais. Ça fonctionnait très bien pour des expériences que j'ai eues, mais n'empêche que ça demandait de faire des cadrages soit hebdomadaires, soit mensuels, quand même pour se rassurer. Et ce qui pouvait constituer la piste d'audit, finalement, c'est on reçoit le fichier qui a été importé dans l'outil comptable, on a la version Excel, et là, donc, on va vraiment faire une vision globale. Hein. Si on a injecté pour 2 millions de primes sur cette semaine-là, sur cette typologie de flux-là, donc, quand j'interroge mon outil comptable, il faudrait que je retombe sur mes 2 millions. Donc, je peux formaliser finalement mon cadrage de cette manière-là. Et c'est ce que j'ai principalement connu dans le cadre de mes travaux. Ok, avec cette idée de partie double ou de vérifier les fichiers d'import. Exactement. Du coup, ton métier, bon, moi qui évolue dans le même métier que le tien, mais j'avais une question, c'est l'importance de ton métier. En fait, c'est vrai que nous, en tant que acteur dans le département comptable, ou que ça soit aussi sur S2 et tout, c'est vrai qu'on a un poste qui est primordial dans une structure assurantielle, parce que sans nous, on n'établit pas les états financiers, on ne s'assure pas non plus de la solvabilité de la boîte. Donc c'est vrai qu'on a une certaine importance et un vrai rôle à jouer dans la structure. Toi, tu le vois comment ça? Alors effectivement, donc pour compléter ce que tu es en train de dire, le rôle ou l'enjeu finalement de tous ces travaux-là qui vont être menés par un département ou un service qui a en charge la production des états-FI, c'est quand même de se dire que cette information financière va servir aux parties prenantes de l'entreprise. Donc ça va être les investisseurs, ça va être les affaires fiscales pour payer l'impôt, ça va être les fournisseurs, les créanciers, et ça va aussi servir de base de travail effectivement pour ceux qui interviennent sur la partie S2, puisque la première donnée, c'est la donnée sociale. Ensuite, on fait les retraitements qui vont bien pour arriver à S2, mais on part quand même d'une donnée sociale. Donc, c'est très important finalement d'avoir une bonne information financière qui est produite avec des données sécurisées et conformes à la réalité de l'activité de l'entreprise, d'où les différents cadrages qui sont faits, comme on l'a évoqué précédemment. Donc finalement, l'enjeu, c'est celui-là, c'est d'arriver à produire une information financière pertinente qui soit le reflet de l'activité de l'entité pour les différentes parties prenantes qui vont s'en servir. Et est-ce que tu as déjà été impliqué dans ces parties prenantes? Enfin, je sais que souvent, tu as moi, dans mon vécu, des notes qui peuvent être mises en place ou pour un peu aider soit le directeur financier, soit le responsable. Tu as déjà essayé d'avoir été mis dans la boucle de ces échanges-là? Oui, j'ai été emmené dans le cadre de mes travaux à les présenter et expliquer les données, finalement cette information financière où il y a plein d'infos, plein de chiffres dans tous les sens. Il faut arriver à faire un focus peut-être sur les informations clés, le restituer de manière très simple et efficace et le présenter notamment aux membres du COMEX. J'ai eu à le faire dans le cadre de mes travaux. Partant de l'ensemble de la production financière et d'enquête financier avec toutes les infos que ça comporte, faire un focus sur des indicateurs clés qui sont présentés en réunion aux membres du COMEX. Et là, je dis ça, je pense notamment au S sur P, enfin un focus sur une marge technique, enfin un focus sur une marge financière, ou pourquoi pas sur un résultat exceptionnel qui peut interpeller, sur un volume de placement important. Se dire, voilà, il y a peut-être de la trésorerie, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça va permettre effectivement de donner aussi des billes au top management pour prendre des décisions qui vont bien. C'est vrai que les KPI de performance par rapport à ça, c'est vraiment primordial. Exactement. En contrôle de gestion, moi je me souviens qu'on parlait souvent de la collecte nette et du business plan aussi, mais pas mal de collecte nette. Mais comme tu dis, le S sur P, etc., c'est des éléments qui sont
très souvent demandé. Et du coup, pour réaliser toutes ces tâches-là, je pense qu'il faut quand même se motiver. Moi, je sais que j'écoute souvent de la musique. Et toi, du coup, est-ce que tu as une musique du moment à faire partager pour, en plus, la clôture annuelle, elle va arriver très bientôt. Oui. Alors effectivement, j'écoute pas mal de musique. En ce moment, ce que j'écoute beaucoup, c'est le dernier album de SDM, La vie à la mort. Ok. J'écoute pas mal du rap français, donc c'est un album que j'aime bien. Et il y a un morceau qui s'appelle Sequoia que j'aime particulièrement. Ok, t'es plus rap français ou rap américain ou... Ah, je suis plus rap français. Ok. Ouais, je consomme beaucoup de rap français et très peu de rap US. Tu m'as dit que tu as à peu près 6 ans d'expérience, c'est Oui. ça? Pendant ces 6 ans, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des réussites particulières dans ta carrière? Et si tu pouvais du coup les décrire? Je dirais, dans le cadre de ces 6 années, ce qui m'a beaucoup marqué, on peut mettre dans le cadre d'un peu de difficulté, ça a été le début. Le début dans le secteur de l'assurance. Secteur nouveau, mode de fonctionnement nouveau, des spécificités, une réglementation forte, comptabilité qui quelque peu on découvre par rapport à ce que l'on fait en cours. La comptabilité assurantielle n'est pas du tout la comptabilité générale telle qu'elle est enseignée dans les cursus. Donc finalement, c'est apprendre sur le tas. J'ai dû me former à côté, donc prendre des livres, comprendre vraiment les spécificités de l'assurance, le fonctionnement, l'inversion du cycle de production, pourquoi on va définir un prix alors qu'on ne connaît pas encore le coût de revient, etc. Donc c'est assez spécifique. Un univers totalement différent, une présentation d'un compte de résultat qui a une forme assez particulière, des allocations des produits financiers réglementaires. Alors tout ça, j'ai été complètement largué. Donc il fallait vraiment s'accrocher, donc c'était pas évident. Et je pense que ce qui m'a peut-être aidé aussi, c'est j'ai trouvé ça intéressant, difficile au début, assez particulier et troublant, mais intéressant. C'est ce qui m'a motivé justement à me former à côté, donc en plus de mes cours, pour valider mon master, pour être beaucoup plus à l'aise dans le secteur et dans le métier. Et du coup, quand tu m'as parlé de bouquins qui t'ont permis de trouver tes réponses aux questions. C'est quoi comme bouquin pour d'autres personnes peut-être qui écoutent le podcast et qui veulent un peu s'instruire à côté de leur taf? Alors j'en ai deux en particulier que j'ai trouvé pas trop mauvais, qui m'ont permis d'avoir les réponses à mes questions. Il y a le bouquet de Guy Simonet, La comptabilité des entreprises d'assurance. Et il y a aussi un bouquin de Éric Huilliot, Les grands principes de la comptabilité de l'assurance. D'ailleurs, il en sort, je crois, il est mis à jour peut-être tous les ans. C'est des bouquins avec l'Argus, Ouais. ça, non? Oui, c'est ça, l'Argus de l'assurance. Ouais. Un bouquin dans lequel on retrouve les schémas comptables, l'explication de l'inversion de cycle de production d'assurance, etc. Donc, c'est des bouquins que je trouve assez riches. Présentation des états financiers, des ENS, une petite introduction sur le bilan économique S2. Donc, c'est des bouquins qui ont répondu très largement à mes questions, d'ailleurs, je continue à m'en servir encore aujourd'hui. Et pendant ces 6 années, tu as eu aussi un mentor au cours de ta carrière. Là, tu me parlais, du coup, quand on débute en tant qu'alternant, on a une tutrice. Est-ce que ça t'a aidé d'avoir une tutrice au début de ta carrière, quand même, pour t'apprendre un peu ce qu'il y avait dans les spécificités de l'assurance? Mais au-delà de ça, est-ce que tu as aussi eu un mentor au cours de ces 6 ans qui t'a un peu fait élever, en fait, ou avoir une vision plus globale du secteur de l'assurance et t'apporter une certaine rassurance, enfin, je dirais te rassurer, mais je veux dire t'épauler, on va dire, au quotidien dans tes questionnements que tu pouvais avoir? Je dirais que la tutrice que j'ai eue en début de parcours a finalement rempli les deux rôles. Donc son rôle de tutrice de manière standard, donc de former le jeune qu'elle accompagne dans le cadre de sa formation dans un service comptabilité, donc apprendre les bases assurantielles, et aussi finalement d'aller un petit peu plus loin que ça, d'être disponible. Je pense qu'on a tissé une relation forte qui allait au-delà de tutrice alternant au cours, parce j'avais quand même son contact perso, donc ça me soutenait aussi dans le cadre de ma formation. Elle a été pleinement investie, cherchait à savoir comment ça se passait, mes cours, etc. Et n'hésitait pas à prendre le temps qu'il fallait pour m'accompagner, me former. Quand certaines de mes questions finalement n'étaient peut-être pas de son spectre, elle a su m'orienter vers les responsables d'autres services, et ça c'était très bien. Donc c'est comme ça que, de par ma curiosité, j'ai pu aussi interagir avec, je me rappelle, donc, à mes tout débuts, responsable de la comptabilité des placements, échanger avec des équipes de l'actuariat, un avec qui j'ai tissé une très bonne relation.
C'est Alix Pacos. Aujourd'hui, on est des amis, voilà, je peux le dire. Tout est parti du fait qu'on est tous les deux très intéressés par les placements, par la bourse, les actions, etc. Donc, les discussions ont commencé comme ça et puis on a tissé une amitié et on est resté en contact jusqu'à ce jour. Donc, ma tutrice et puis Muriel Coudan, parce que c'est quand même important de la citer, et Alix Pacos. C'est vrai que Muriel qui était aussi ma tutrice quand j'ai commencé chez Carac, donc petite dédicace à Muriel qui était très impliquée, qui m'a d'ailleurs valu une très bonne note à mon mémoire de master. Je pense que toi, ça doit être pareil. Exactement, ça a été la même chose pour moi. Au-delà des 2 bouquins sur le secteur de l'assurance, est-ce que tu as d'autres livres à faire partager qui t'ont aidé au quotidien, notamment pour t'élever professionnellement, mais plus au niveau de ton mindset, par exemple? J'ai un livre que j'apprécie plutôt, effectivement, qu'on peut loger dans la catégorie développement personnel. Il s'intitule « Maintenant, ça suffit, il faut que ça change ». Et il y a une phrase dans ce livre que j'aime bien. Il dit « Changez d'abord votre monde intérieur et l'extérieur suivra ». Donc c'est un livre orienté vraiment développement personnel, motivation, dépassement de soi, se donner les moyens, se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Donc c'est le livre, je dirais, outre les 2 qui sont des livres purement assurantiels, voilà, livre de manière personnelle que je recommanderais à quelqu'un qui pourrait être intéressé par les sujets effectivement de développement personnel. Ça t'a vraiment aidé? Ça t'a aidé sur quel aspect? C'est un livre qui aide pour faire le lien avec donc le métier de comptabilité, parce que c'est un livre que je connais depuis beaucoup d'années. Mais tout début, j'avais déjà ce livre-là. Lorsqu'on démarre dans l'assurance et qu'on n'y comprend pas grand-chose et qu'on interagit avec des personnes mais qui sont tellement passionnées, qui maîtrisent leur sujet parce que ça fait 10 ans qu'ils sont là et qu'ils utilisent des termes techniques mais avec une aisance déconcertante, alors que toi, tu débutes à peine et que tu comprends le quart de ce qu'ils te disent, tu prends quand même une claque. Et moi, ça m'a pas mal aidé d'avoir un livre qui, même sur des choses simples, déjà de se dire qu'on n'est pas forcément moins bon que les autres. C'est peut-être et que c'est même normal au début parce qu'on n'a pas la connaissance et qu'il faut prendre le temps de se former et d'apprendre. Donc, voilà, un livre finalement qui a quelque part été une sorte de voix rassurante pour moi, comme ça, lorsque je le lisais, et qui m'a permis de ne pas baisser les bras, de continuer, de me former. Et finalement d'être plus ou moins, je pense, j'espère, du moins, au niveau par rapport à des débuts qui, on peut le dire, ont frôlé peut-être le catastrophique. En termes de compréhension, je veux dire, en termes de compréhension des mécanismes assurantiels, je pars sur l'échelle peut-être à moins 20, quoi. C'est vrai que souvent c'est compliqué, même moi en l'ayant vécu, même encore quand tu changes de boîte, souvent c'est acronyme. Donc c'est vrai que les gens vont te parler dans le secteur, enfin, que ce soit en comptabilité, des placements, dans ta comptabilité, dans l'actuariat et tout, des acronymes. Donc en fait, si tu connais pas trop les acronymes des sujets ou des mots qui veulent parler, souvent c'est un peu le nuage ou le brouillard pour toi. Donc je comprends qu'au début ça peut être compliqué de te remettre en question, de te dire mais est-ce que je suis vraiment à ma place là, ou j'ai pas fait une erreur? Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir souvent ces petits livres sur cette table de chevet, si je peux dire, pour un peu te rassurer, surtout en début de carrière où même si tu as un diplôme de master, qui est quand même un bon diplôme, hein, oui. Après, il y a la vie professionnelle qui ne s'applique pas forcément à ce que tu as pu apprendre, surtout dans le secteur de l'assurance, où même moi, quand je suis arrivé, on m'a parlé des versements des 9 en 6, on m'a parlé du BE, je dis c'est quoi le BE? On m'a parlé de la solvabilité 2, j'y connaissais rien. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais ok, bon, je vais apprendre et je vais me démener, quoi. Donc non, je comprends que c'est inspirant d'avoir un bouquin comme ça qui puisse aider, qui pourra aider aussi d'autres personnes. Effectivement, parce qu'on se pose, je pense, beaucoup de questions en début de parcours. Parce qu'on cherche encore un petit peu aussi sa voie, on cherche encore un petit peu son orientation. Est-ce qu'on a fait le bon choix de formation? Et au-delà du bon choix de formation, est-ce qu'on est peut-être dans le bon métier, voire dans le bon secteur? Donc voilà, certains livres peuvent nous accompagner, nous permettre d'avoir les réponses à certaines questions qu'on se pose. Quel conseil tu t'aurais aimé te donner en début de carrière? Je dirais avoir une forte envie d'apprendre, de se renseigner et capter les bonnes informations qui vont aider à faire les bons choix par la suite. Donc, en gros, être curieux,
avoir peut-être déjà une idée, même si c'est pas évident, de quel parcours on veut avoir, quel type de métier on aimerait exercer, et se renseigner pleinement sur ces métiers-là, les spécificités. Quand tu dis se renseigner, souvent, quand on débute, on aime bien savoir combien on pourrait potentiellement gagner. Est-ce que tu aurais une fourchette à donner un peu en début de carrière et actuellement, en termes de rémunération? Sur nos métiers, hein, Ouais. comptabilité, reporting, secteur assurantiel, je dirais qu'en début de parcours, ça pourrait se situer aujourd'hui entre 35 et 40. En milieu de parcours, donc avec 3, 4, 5 ans d'expérience, on pourrait prétendre à une rémunération entre 45 et 50. On est quand même dans des métiers où je dirais les rémunérations évoluent de manière assez correcte. Après, ça va aussi dépendre des structures dans lesquelles on évolue, du type de poste que l'on a. Est-ce qu'on est comptable technique mais avec un volet reporting qui fait aussi du S2? Est-ce qu'on est focus pleinement reporting, comptes sociaux, S2, ENS? Est-ce qu'on a une partie projet comptable? Donc, le profil que l'on aura, le type de poste va aussi finalement driver les rémunérations auxquelles on pourrait prétendre. Je suppose en tout cas, si tu y restes depuis 6 ans, c'est que tu trouves bonheur. C'est que c'est pas trop mal, on va le dire comme ça. Et à ton avis, quels sont les enjeux de ton métier dans le secteur de l'assurance qui ne cesse d'évoluer? Dans le cadre de mon métier, ce qu'il faut, c'est déjà continuer à produire une information financière toujours aussi pertinente, toujours aussi fiable, automatiser tous les travaux que l'on peut pour gagner du temps, parce que les exigences, elles sont nombreuses et les délais pour produire les différents reportings sont de plus en plus raccourcis. Tenir compte de l'émergence de l'intelligence artificielle, donc, voilà, si on peut gagner du temps, mettre en place des robots, se perfectionner dans les outils. Je pense à Power BI, Power Query, tous ces éléments-là pour la présentation, pour les contrôles, pour les cadrages. Aller toujours plus vite, finalement avoir de l'efficacité dans le cadre de la production de nos données et de nos reporting. C'est vrai que ça, moi j'avais fait une CJ de connexion finance, là, souvent, parce que bon, à l'époque, on utilisait. J'avais été amené à aller à une de des conférences pour CJ Dizzy. Et il m'avait posé la question à l'époque de savoir qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir comme outil. Et c'est vrai qu'on parle souvent de Excel, mais l'idée et l'avenir, comme tu dis, avec l'IA et tout, c'est d'avoir potentiellement tes datas qui arrivent beaucoup plus rapidement dans des fichiers qui répondent à tes attentes. Donc, c'est vrai que le bonheur le plus idéal, c'est que tu aies une balance sheet tout fait en 3 secondes, ce qui n'est pas encore le cas, Oui, mais souvent ça pourrait être automatisé. Mais ouais, c'est clair que c'est des enjeux énormes. Et en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, la comptabilité, tu avais un peu une idée vieillotte ou en mode c'est archaïque et tout. Alors que là, maintenant, avec tout l'aspect innovation qui a été mis en place sur modèle, comme au début, on parlait des évolutions technologiques, on entendait la facture électronique, par exemple, ou avant, c'était encore du papier. On parle de toute la dématérialisation de ta relation client dans le secteur de l'assurance pour la KYC et qui a un impact aussi sur la comptabilité pour l'ensemble des données qu'on a besoin à récupérer. Toi, quelle est l'innovation la plus prédominante vraiment pour toi qui pense que ça va un peu, je dirais pas changer le monde, mais en tout cas améliorer ton quotidien? je dirais plutôt ce serait la maîtrise et la sécurisation des données que l'on utilise. Donc, si je prêche pour ma paroisse, ce serait des bases de données solides, donc, du Access, hein, finalement construire peut-être notre bilan compte de résultats via une base Access où tout est déversé dessus et en 2-3 clics, les états financiers sont faits, on n'a plus qu'à cadrer et contrôler. Ça va être des développements au sein d'Excel, donc utiliser plutôt les modules de Power Query. Ça va être vraiment les enjeux autour de la maîtrise et la sécurisation de la donnée. Parce que finalement, on aura toujours besoin de sortir les états financiers, comme on l'a dit précédemment, pour les parties prenantes, pour l'impôt, pour les investisseurs, pour S2. Il faut que cette donnée-là elle soit finalement fiable, sécurisée et disponible le plus rapidement possible. Et pour arriver là, il faudrait que tout ce qui va toucher à la sécurisation de cette donnée-là va être très important, je pense, dans les années à venir. C'est vrai qu'en plus, ça fait vraiment le pont avec la qualité des données.
la data Oui. quality au niveau des S2, où souvent, c'est ce qu'ils veulent, c'est la qualité des données, la disponibilité, les informations de tout ça. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir une base de données, maintenant, c'est le truc primordial, en fin de compte, qu'il faut y avoir dans une structure. Et maintenant, en termes d'actualité, sur ton périmètre, quelle évolution va le plus t'impacter? Là, sur 2025, par exemple, ou fin 2024? En termes d'évolution qui va être impactante sur mon périmètre, j'en ai deux en tête. Une qui est plus imminente que l'autre. Sur 2025, il y a la modernisation du plan comptable général qui va entraîner une suppression d'un certain nombre de comptes, une revue de la méthode du transfert de charges, mais surtout une redéfinition du résultat exceptionnel. Et donc, on est déjà actuellement en train de se pencher dessus, regarder ce qu'on a comme éléments qui aujourd'hui sont pris en compte en tant que résultat exceptionnel, puisque la nouvelle définition, ça va être que le résultat exceptionnel ne comportera que les produits et charges qui relèvent d'événements majeurs et inhabituels. Donc, ça change un petit peu la perception qu'on a de ce résultat exceptionnel aujourd'hui. Et donc en compagnie d'assurance, il y a des éléments qui ne vont plus être pris en compte en exceptionnel, il va falloir les remonter en tant que résultat technique. Et le fait de les remonter en résultat technique, selon les montants dont on parle, parce que ça va être ça finalement l'enjeu, ça va tout de suite se répercuter sur le ratio, notamment pour les entités IRD, le S sur P, prend en compte finalement les sinistres, les provisions qui se rapportent aux sinistres, plus les frais, et avec pour dénominateur les primes. Ça permet un peu, est un indicateur un peu de la mesure du résultat technique d'une compagnie d'assurance. Donc des éléments qui aujourd'hui finalement sont hors scope ratio combiné pourraient l'être puisque ne seront plus exceptionnels mais remontés en résultat technique. Donc ça, il faudrait qu'on fasse attention et qu'on regarde finalement de quel ordre de grandeur et quels sont les montants dont on parle. Voilà pour notamment sur ce qui peut arriver sur 2025. Et puis un petit peu plus loin, mais on commence déjà à le regarder un petit peu, donc plutôt vers 2027, il y aura la norme IFRS 18, présentation des données à inclure dans les états financiers, en remplacement d'IAS 1. Globalement, là, ça va être des changements plutôt de présentation dans le compte de résultats, avoir un premier niveau résultat d'exploitation, un niveau ensuite résultat qui inclut les produits et charges liés à l'investissement, mais pas le volet financement et pas l'impôt. Et puis, dans un troisième temps, intégrer les produits et charges purement à l'activité de financement avant l'impôt pour arriver au résultat net. Donc, il y aura quand même une présentation potentiellement à revoir, et tout ça dans le but toujours de plus de clarté, plus de transparence, notamment pour les investisseurs, parce qu'il est les données financières et les performances de deux entités qui soient comparables. Donc, des chantiers beaucoup plus lointains, mais déjà, notamment avec, pour 2025, la réforme du PCG et l'impact des reclassements des éléments exceptionnels aujourd'hui vers le compte de résultats techniques. C'est vrai que ça, IFRS 18, ça va amener une clarté, en tout cas pour les parties prenantes, pour mieux comprendre la performance de la structure. C'est vrai que souvent, dans les états, tu prends soit les RSR, les SFCR, ou tu prends les états financiers, les rapports de gestion. Il y a une norme à respecter, et souvent, certaines structures vont s'orienter plus sur quelque chose qui est plus parlante, mais qui n'est peut-être pas forcément parlante à l'ensemble des parties prenantes. C'est vrai que c'est intéressant, cette mise en place. Après, pour le PCG, c'est vrai qu'on entend exclusivement d'un événement majeur et inhabituel. Je pense que les CAC vont, à mon avis, être pointueux là. Petit point, ouais, c'est ça, parce que souvent, ça va être difficile, à mon avis, de bien jauger. Pour une structure, nous, on a mis 1 million parce qu'on juge que ça, c'est un événement majeur et inhabituel, mais réellement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça va être un gros débat et des gros sujets à mener. Et par rapport à ça, tu as déjà fait des projections par rapport le business plan, il te donne un peu des fois une certaine réalité qui tend à mener en fin d'année. Est-ce que tu as déjà essayé un peu de faire des tests là-dessus, de voir l'impact de cette réforme sur le résultat exceptionnel ? Alors, ce qu'on a essayé de regarder, c'est déjà de se dire sur les 3 dernières années, qu'est-ce qui constituait notre résultat exceptionnel pour avoir une tendance, parce qu'on se dit quand même, il ne va pas exploser de l'ordre de x3, x4. Pourvu qu'on le majore un petit peu, ça pourrait donner un ordre d'idée aussi de ce qui constitue ce résultat-là qui serait potentiellement reclassé. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'un business plan,
ce qu'il essaie de prévoir, c'est des éléments connus. C'est voilà, une tendance de prime, une tendance de sinistre, un plan sur des ventes de titres que l'on détient. Il va difficilement intégrer des éléments exceptionnels. Donc ça va être pas forcément évident. On peut potentiellement avoir un œil sur ce qu'on a eu dans les 3 dernières années pour avoir une tendance de, voilà, on tendrait vers tel montant pour notre résultat exceptionnel. Et dans ce résultat-là, les 3/4 peut-être finalement ne correspondent plus à la définition et donc seraient reclassés en technique. Et quel impact sur le S sur P, notamment sur les entités yard. Donc ce sont des travaux que l'on mène actuellement au niveau de notre département et moi en particulier dans le cadre de mes travaux. C'est vrai que le business plan, il récupère des tendances, souvent des probas qu'il peut y avoir sur les années passées. Je sais qu'il est révisé plusieurs fois dans l'année pour prendre en compte ces tendances. Moi, je me souviens par le passé, dès qu'il y avait une possible vente d'immeubles du parc immobilier, hop, on le rajoutait dans le business plan parce qu'on ne l'avait pas prévu. Ou alors un nouveau business qui arrive dans la boîte, pareil, on le rajoutait. Mais c'est vrai que souvent, ça peut être compliqué, surtout là, c'est l'aspect exceptionnel. Mis à part la tendance, s'il y a vraiment un aspect exceptionnel qui va vraiment impacter ta boîte, tu ne peux pas forcément le deviner si ça arrive en fin d'année. Et après, qu'est-ce qui pourrait t'enthousiasmer le plus dans les années à venir ? Pour ma part, ce serait finalement de continuer dans cette animation-là de lien avec les données financières, la production. Parce qu'on est dans un secteur qui évolue beaucoup, la réglementation, les enjeux. Je ne serais pas surpris que la CPR ou l'IOPA qui nous invente un nouveau truc, qu'on passe de S2 à du S3, je sais pas, ou un S2+, avec des reportings supplémentaires, une présentation encore différente, une revue des états, parce que là, récemment, il y a eu sur S2 les états couverts qui ont été revus. Ce serait pas étonnant qu'on dise finalement le bilan économique, sa construction va être différente, et ce qui pourrait peut-être aussi emmener à revoir la façon dont sont construits peut-être les états financiers et sociaux, la présentation même, la revue, parce que tellement il y a de la réglementation et des spécificités dans ce secteur-là, au niveau, on essaie aussi quand même d'avoir une comparabilité avec les autres pays, les autres instances du secteur de l'assurance, voire même dans le monde. Donc il y a des harmonisations, je pense, qui vont continuer à être présentes, et lorsque nous, dans le cadre de notre métier, on est présent au plus près des chiffres et sortir les données, je pense qu'il y aura des nouveautés. Je pense que ce serait intéressant de les vivre et donc de rester au plus près. Et donc, je dirais, continuer à produire en information financière et les comptes et continuer à faire nos travaux. C'est vrai que la réglementation ne cesse d'évoluer, surtout dans le périmètre de l'assurance, et le IOPA qui change chaque année ses taxonomies et qui, même là, il y a des directives S2 qui est aussi en cours, là, qui ne sont pas encore actés, mais bon, il y a des travaux en cours, donc il y aura forcément des modifications. Et du taf pour les reporting S2. Toujours. Qui tu pourrais me recommander pour le prochain épisode ? Pour le prochain épisode, Alix Bacos, je pense que ce serait bien. Senior manager, spécialiste des sujets actuariels, passionné des placements, des investissements. Je pense que ce sera un très bon invité pour le podcast. Merci à toi pour cet épisode riche. Pour les personnes qui voulaient en savoir plus sur la comptabilité en assurance, le reporting S2. Donc merci beaucoup, Roul. Merci beaucoup, Antoine, et j'étais très ravi d'être ton invité. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.